Une insulte raciste d'une hôtesse de l'air déchire la sérénité d'un vol, déclenchant une révolte explosive qui la conduit à sa chute en 3 minutes chrono. Ce qui suit est un affrontement bouleversant, un cri de justice qui ébranle la cabine et vous fera bouillir de rage. Si cette histoire vous révolte, mettez un like et commentez « Justice » pour crier haut et fort que l'injustice n'a pas sa place parmi nous. Dans l'écrin d'un ciel d'azur, l'avion s'élève doucement, emportant à son bord Antoine et Camille, un couple noir vibrant d'excitation pour leurs vacances tant attendues. Depuis des mois, ils économisent chaque centime pour ce voyage, un rêve qu'ils ont tissé ensemble, imaginé comme une échappée loin des pesanteurs du quotidien. Installés côte à côte, ils échangent des sourires complices, évoquant avec enthousiasme les rivages ensoleillés, les marchés colorés et les instants de liberté qu'ils s'apprêtent à savourer. L'atmosphère à bord est paisible, presque onirique, bercée par le ronronnement des moteurs et la lumière tamisée du soleil qui danse à travers les hublots. Rien, absolument rien, ne semble pouvoir troubler cette quiétude. Pourtant, tapi dans l'ombre de cette harmonie, un venin s'insinue, incarné par Claire, une hôtesse de l'air au sourire artificiel, dont les gestes trahissent une hostilité sournoise. Dès les premières minutes du vol, Claire parcourt l'allée centrale, son regard acéré s'attardant sur Antoine et Camille avec une insistance qui glace. Ses lèvres pincées, son port hautain, tout en elle exhale un mépris à peine dissimulé. Camille, sensible à ces détails, murmure à Antoine. « Tu as vu la façon dont elle nous dévisage? C'est bizarre, non? » Antoine, absorbé par la vue des nuages cotonneux, hausse les épaules, préférant chasser cette impression. « Laisse, elle doit juste être fatiguée, » répond-il, cherchant à apaiser son intuition. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que l'orage est sur le point d'éclater et qu'il sera d'une violence inouïe. Lors de son deuxième passage dans l'allée, Claire s'arrête brusquement devant leur rangée, ses yeux rétrécis en une fente menaçante. Sa voix, froide comme l'acier, tranche l'air. « Vous, les gens comme vous n'avez rien à faire dans ces sièges. » Les mots s'abattent, lourds, toxiques, et un silence oppressant engloutit la cabine. Antoine se raidit, son souffle suspendu, tandis que Camille sent une vague de chaleur lui brûler les joues, mélange de choc, d'humiliation et d'une colère naissante. « Pardon ?» articule-t-elle, la voix tremblante mais ancrée dans une dignité farouche. Claire, loin de battre en retraite, ricane, haussant le ton pour que chaque passager entende. « Vous m'avez parfaitement entendu. Ces places sont pour des gens respectables, pas pour des gens comme vous. D'ailleurs, comment avez-vous payé pour ce vol? Vous avez trouvé ces billets dans une poubelle, c'est ça? » L'accusation grotesque et cruelle résonne comme un coup de fouet. Les têtes se tournent, les regards convergent, certains empreints de stupeur, d'autres de malaise. L'humiliation est publique, brutale, et Claire semble s'en repaître, son sourire narquois creusant un peu plus la plaie. Camille, dont la robe élégante, un tissu soyeux choisi avec soin pour marquer le début de ce voyage spécial, incarne des mois d'efforts et de sacrifices sans les larmes lui piquer les yeux. Mais elle refuse de céder à la faiblesse, pas devant cette femme qui les toise avec un mépris aussi assumé. Antoine, lui, serre les poings si fort que ses jointures blanchissent, son cœur tambourinant dans sa poitrine. Comment une hôtesse, investie d'une autorité temporaire, ose-t-elle les rabaisser ainsi, les réduire à des caricatures dans un espace où ils ont payé leur place, où ils ont autant de droits que quiconque? Mais Claire, loin de s'arrêter, enfonce le clou avec une cruauté calculée. Elle s'empare d'un plateau de boissons, feignant de leur tendre un verre, et, dans un geste délibéré, renverse un flot de jus d'orange sur la robe de Camille. Le liquide poisseux s'étale sur le tissu, ruinant en un instant ce symbole de leur fierté et de leur joie. Oh, quelle maladresse!
s'exclame Claire, son ton dégoulinant de sarcasme, ses yeux brillants d'une satisfaction perverse. Vous devriez faire attention, ce genre de robe ne vous va pas de toute façon. Elle s'éloigne d'un pas léger, laissant Camille trempée, humiliée, et Antoine au bord de l'explosion. Les regards des passagers, entre compassion et indignation, ne font qu'amplifier leur sentiment d'impuissance. Une vieille dame, Madame Dubois, assise 3 rangées derrière, ne peut contenir son indignation. Ses mains frêles tremblent, tandis qu'elle se redresse, sa voix chevrotante mais ferme. C'est une honte absolue. Comment osez-vous traiter ces jeunes gens de la sorte? Vous devriez avoir honte. Claire pivote sur ses talons, son visage durci par une arrogance glaçante. Taisez-vous, vieille femme, et restez à votre place. Ce n'est pas votre affaire, crache-t-elle, balayant l'intervention de Madame Dubois avec un mépris qui fait frémir l'Assemblée. Cette réplique, d'une cruauté gratuite envers une aînée respectée, fait monter la tension à un niveau presque insoutenable. Madame Dubois, visiblement secouée, murmure à son voisin, un homme d'âge mûr nommé Monsieur Garnier. Où va-t-on si même dans les airs on tolère une telle barbarie? Garnier, un retraité à l'air digne, hoche la tête, son visage crispé. C'est indigne d'une compagnie qui se dit civilisée. Un jeune étudiant, Malik, assis près d'un hublot, sort discrètement son téléphone et commence à filmer la scène, ses mains tremblantes de colère. Il chuchote à sa voisine, une jeune femme nommée Aïcha. Il faut que le monde voie ça. Cette femme ne peut pas s'en tirer comme ça. Bosomahi, Deia. Aïcha, les yeux écarquillés, acquiesce. C'est révoltant. Elle les traite comme des criminels pour rien. L'injustice est palpable, l'air saturé d'une électricité oppressante, comme si la cabine entière était sur le point d'exploser. Antoine, dont la patience s'effrite à chaque seconde, se lève à moitié de son siège, prêt à confronter Claire, son regard brûlant d'une fureur contenue. « Ça suffit !» gronde-t-il, sa voix résonnant dans l'espace confiné. Mais Camille, malgré la douleur qui lui serre la gorge, pose une main sur son bras, son geste ferme mais apaisant. « Pas comme ça, Antoine, » murmure-t-elle, ses yeux brillants d'une détermination d'acier. On ne va pas lui donner ce qu'elle cherche. Elle veut qu'on perde notre sang-froid. Pourtant, l'envie de hurler, de crier leur douleur, est presque irrépressible. Cette femme, drapée dans son uniforme d'autorité, a transformé leur voyage de rêve en un cauchemar public, les accusant sans preuve, les rabaissant devant une foule de témoins, et souillant leur dignité avec une violence verbale et physique qui les laisse sans voix. Chaque instant semble étirer l'humiliation à l'infini, chaque regard des autres passagers, qu'ils soient compatissants ou fuyants, ajoutant une couche à leur désarroi. Camille, trempée, fixe sa robe ruinée, symbole de leur joie piétinée, et sent une colère froide, implacable, monter en elle. Elle a déjà affronté des micro-agressions, des regards méprisants, des remarques à demi-mot dans les rues de Paris ou au travail. Mais cette fois, c'est une attaque frontale, assumée, dans un espace où ils devraient être protégés, où ils ont payé pour être traités avec respect. Antoine, lui, lutte pour contenir la tempête qui fait rage en lui. Ses pensées tourbillonnent. Pourquoi eux? Pourquoi, alors qu'ils n'ont rien fait, doivent-ils endurer cette violence? Il repense à toutes les fois où il a dû ravaler sa fierté, baisser la tête face à des injustices plus subtiles, un collègue qui plaisante sur son accent, un voisin qui le toise avec suspicion. Mais aujourd'hui, c'est différent, c'est trop. Ils ne peuvent pas, ils ne veulent pas laisser passer ça. Camille, d'une voix basse mais vibrante de résolution, brise le silence entre eux. On doit parler à quelqu'un, Antoine. On ne peut pas laisser cette femme s'en tirer. Pas après ça. Antoine hoche la tête, ses mâchoires serrées, ses yeux brillants d'une colère à peine contenue. Ils appellent une autre hôtesse, une jeune femme prénommée Sophie, qui s'approche avec hésitation,
son visage marqué par l'embarras. Elle a entendu l'échange, vu le liquide orange qui goûte encore sur la robe de Camille, perçu la tension qui électrise la cabine. « Monsieur, madame, que s'est-il passé ?» demande-t-elle, sa voix tremblante, comme si elle redoutait la réponse. Antoine, maîtrisant à peine sa fureur, répond d'un ton sec. « Votre collègue nous a insultés, nous a accusés de voler nos places et a renversé une boisson sur ma femme exprès. Elle nous a humiliés devant tout le monde. Nous exigeons de voir le responsable maintenant. » Sophie écarquille les yeux, visiblement bouleversée. Elle jette un regard furtif vers Claire, qui, à l'autre bout de l'allée, continue de servir des passagers avec une aisance provocante, son sourire hypocrite toujours plaqué sur le visage. « Je vais chercher le superviseur immédiatement, » balbutie Sophie avant de s'éloigner à la hâte, ses pas précipités résonnant dans l'allée. Pendant qu'ils attendent, l'atmosphère dans la cabine devient irrespirable. Les murmures des passagers s'amplifient, formant un chœur d'indignation et de choc. Madame Dubois, toujours hors d'elle, parle à voix haute, sa voix portant jusqu'aux rangées voisines. « C'est une honte pour cette compagnie. Traiter des gens ainsi, c'est intolérable. Une hôtesse devrait être un exemple de respect, pas une tyranne. Mot à mot. » Monsieur Garnier, son voisin, acquiesce gravement. « Vous avez raison, madame. Ce genre de comportement est indigne. Il faut que justice soit faite. » Malik, l'étudiant, continue de filmer discrètement, son visage crispé par la colère. Il murmure à Aïcha. « Si ça devient viral, ils ne pourront pas l'ignorer. Cette vidéo doit faire le tour du monde. » Aïcha, les poings serrés, répond. « C'est plus qu'un scandale, c'est une attaque. Ces gens n'ont rien fait. » Une autre passagère, Élise, une femme d'affaires élégante, secoue la tête, ses lèvres pincées. « J'ai vu des comportements déplacés, mais là, c'est du racisme pur et simple. Cette femme doit être virée sur le champ. » Pourtant, certains passagers détournent les yeux, mal à l'aise, préférant se murer dans le silence pour éviter le conflit. Cette indifférence, bien que minoritaire, pèse comme une seconde blessure pour Antoine et Camille. Pourquoi faut-il toujours qu'ils se battent seuls pour leur dignité? Pourquoi le silence des autres semble-t-il aussi lourd que les insultes de Claire? L'attente du superviseur semble interminable, chaque seconde amplifiant l'humiliation. Claire, à l'autre bout de la cabine, continue son service avec une arrogance insupportable, lançant des regards provocateurs dans leur direction, comme si elle savourait leur malaise. Ce culot, cette absence totale de remords, fait bouillir le sang d'Antoine. Il imagine 1000 façons de lui répondre, de lui faire payer son insolence, mais il sait que Camille a raison. Perdre leur sang-froid ne ferait que lui donner raison. Camille, elle, fixe sa robe souillée, chaque goutte d'orange comme une insulte gravée dans le tissu. Elle repense à tout ce que cette robe représente, des heures de travail, des sacrifices, un symbole de leur réussite et de leur amour. Et maintenant, elle est réduite à une tâche, tout comme Claire veut réduire leur humanité. Mais Camille n'est pas une victime. Elle redresse les épaules, son regard durci par une résolution inflexible. Ils ne se tairont pas. Pas aujourd'hui, pas jamais. Le superviseur, un homme d'âge mûr nommé Monsieur Lefebvre, arrive enfin, son expression grave, presque solennelle. Il s'assoit près d'eux, un carnet à la main, prêt à consigner leurs paroles. « Je comprends qu'il y a eu un incident sérieux. Pouvez-vous me raconter ce qui s'est passé ?» demande-t-il, sa voix posée mais teintée d'une autorité professionnelle. Camille, malgré la boule qui lui serre la gorge, prend la parole, sa voix tremblante de colère contenue mais claire. « Votre hôtesse, Claire, nous a insultés en disant que nous n'avions pas notre place dans ces sièges, que nous avions peut-être volé nos billets. Elle a renversé une boisson sur moi exprès, devant tout le monde, et elle s'est moquée de nous. Elle nous a accusés, humiliés, et tout ça parce que nous sommes noirs. C'est du racisme pur et simple, et nous ne le tolérerons pas.
Antoine enchaîne, sa voix vibrante d'une fureur à peine maîtrisée. Elle a non seulement attaqué ma femme, mais elle a aussi rabroué une passagère âgée qui a essayé d'intervenir. Elle nous a traités comme des moins que rien, comme si nous n'avions pas le droit d'être ici. Vous devez agir, et vite. Monsieur Lefebvre écoute avec attention, son visage impassible, mais une lueur d'inquiétude traverse ses yeux. Il note chaque détail avec soin, son stylo grattant le papier dans un silence pesant. Puis il se redresse, son ton ferme. Ce que vous décrivez est d'une gravité exceptionnelle. Je vais parler à Claire immédiatement et prendre les mesures nécessaires. Vous avez ma parole que nous traitons ce genre de comportement avec le plus grand sérieux. Il se lève, laissant Antoine et Camille dans un silence chargé de tension. Ils échangent un regard, partagé entre un mince espoir et une méfiance viscérale. Vont-ils vraiment agir, ou est-ce une énième promesse creuse, un pansement sur une plaie béante? Pendant ce temps, la cabine entière semble retenir son souffle. Les murmures des passagers, Madame Dubois, Monsieur Garnier, Malik, Aïcha, Élise, forment un chœur d'indignation grandissante, un grondement sourd qui menace d'éclater. D'autres, moins courageux, baissent les yeux, mais leur silence ne fait qu'accentuer la solitude d'Antoine et Camille. Claire, toujours à l'autre bout, continue de parader, son arrogance intacte, lançant des œillades provocatrices comme pour narguer ses victimes. Cette impudence, ce mépris assumé, attise la colère collective. Madame Dubois, les larmes aux yeux, murmure « Si personne n'agit, c'est la fin de toute décence. » Malik, son téléphone toujours en main, chuchote « Ils ne pourront pas étouffer ça. Pas cette fois. » Élise, les bras croisés, ajoute « Cette compagnie va regretter d'avoir employé une telle personne. » La cabine, autrefois havre de paix, est désormais un champ de bataille morale, où l'injustice de Claire a allumé une étincelle prête à tout embraser. Alors que Monsieur Lefebvre s'éloigne pour confronter Claire, Antoine et Camille savent que ce n'est que le début. Leur combat pour la justice, pour leur dignité, pour un monde où personne ne sera humilié pour sa couleur de peau, ne fait que commencer. Ils sont prêts à aller jusqu'au bout, coûte que coûte, et rien, ni le mépris de Claire, ni le silence des indifférents, ne les fera reculer. La cabine, encore frémissante de l'affront infligé à Antoine et Camille, semble suspendue dans un silence chargé d'électricité. L'humiliation publique orchestrée par Claire, l'hôtesse de l'air dont le racisme assumé a souillé leur voyage, a transformé l'espace confiné de l'avion en un théâtre de révolte. Les mots venimeux de Claire, « Vous, les gens comme vous, n'avez rien à faire ici », résonnent encore dans les esprits, tout comme le liquide orange qui goûte toujours sur la robe de Camille, symbole d'une dignité piétinée. Monsieur Lefebvre, le superviseur, s'est éclipsé pour confronter Claire, laissant Antoine et Camille dans une attente insoutenable, leur cœur battant au rythme d'une colère froide et d'un espoir fragile. Autour d'eux, les murmures des passagers s'amplifient, certains vibrants d'indignation, d'autres teintés d'un malaise qui trahit leur hésitation à s'impliquer. Mais pour Antoine et Camille, il n'y a plus de retour en arrière. Ils ont pris la parole, brisé le silence, et maintenant, ils exigent justice. Pourtant, ce qu'ils ignorent, c'est que la bataille ne fait que commencer, et que Claire, loin de plier, est prête à envenimer encore davantage la situation, attisant une fureur collective qui menace d'embraser la cabine entière. Alors que les minutes s'étirent, l'atmosphère devient suffocante. Camille, les yeux fixés sur sa robe tachée, lutte pour contenir la tempête d'émotions qui la submerge. Chaque goutte d'orange est une insulte, un rappel de l'arrogance de Claire, de son sourire narquois lorsqu'elle a renversé la boisson exprès. Elle repense à tout ce que cette robe représente, des heures de travail, des rêves partagés avec Antoine, une fierté durement gagnée. Et maintenant, elle est souillée, tout comme leur dignité. Antoine,
À ses côtés, fixe le vide, ses poings serrés, son esprit tourbillonnant de rage et de frustration. Il revoit le regard méprisant de Claire, ses accusations absurdes. « Vous avez volé ses billets, c'est ça? » Et l'indifférence de certains passagers qui ont détourné les yeux. Pourquoi faut-il toujours qu'ils se battent pour prouver leur droit d'exister, leur droit d'être respectés? Pourquoi, dans un espace censé incarner la modernité et l'égalité, doivent-ils endurer une violence aussi crue? Mais leur réflexion est interrompue par un murmure qui s'élève à l'arrière de la cabine, un grondement sourd qui attire leur attention. Madame Dubois, la vieille dame qui a tenté d'intervenir, parle à voix haute, sa voix tremblante mais portée par une indignation pure. « C'est une honte !» s'exclame-t-elle, s'adressant à M. Garnier, son voisin. Cette hôtesse n'a pas seulement insulté ce couple, elle a insulté tout ce que représente la décence. Si on tolère ça, où va-t-on? Garnier, les sourcils froncés, acquiesce gravement. Vous avez raison, madame. Cette compagnie doit répondre de ses employés. Ce genre de comportement est intolérable. Leur conversation, bien que chuchotée, atteint les oreilles d'autres passagers, rallumant l'indignation collective. Malik, le jeune étudiant qui filme discrètement depuis son siège, murmure à Aïcha, sa voisine. « Cette vidéo va faire des vagues. Ils ne pourront pas l'enterrer. » Aïcha, les poings serrés, répond d'une voix vibrante. « C'est plus qu'un scandale, c'est une attaque contre leur humanité. Cette femme doit payer pour ce qu'elle a fait. » Élise, la femme d'affaires assise quelques rangées plus loin, secoue la tête, ses lèvres pincées de dégoût. « J'ai vu des comportements déplacés, mais là, c'est du racisme pur et dur. Si cette compagnie ne réagit pas, elle mérite un boycott. » Ces voix, ces éclats de colère, forment un chœur disparate mais puissant, un cri naissant pour la justice. Pourtant, au milieu de cette indignation, une nouvelle provocation vient attiser les flammes. Une autre hôtesse, prénommée Valérie, une collègue de Claire, s'approche de l'arrière de la cabine, où elle chuchote à un steward nommé Julien. Ces mots, bien que murmurés, parviennent aux oreilles de Malik, qui tend l'oreille, son téléphone toujours en main. Franchement, Claire a peut-être exagéré, mais tu sais, ces gens-là, ils cherchent toujours les ennuis, dit-elle, son ton chargé de préjugés. Ils auraient dû rester tranquilles au lieu de faire un scandale. Julien, mal à l'aise, hausse les épaules, mais ne la contredit pas. Malik, choqué, sent son sang bouillir. Il se tourne vers Aïcha, les yeux écarquillés. « Tu as entendu ça? Ils se soutiennent entre eux. Ils pensent que c'est la faute d'Antoine et Camille. » Aïcha, outrée, murmure. « C'est révoltant. Ils protègent une raciste au lieu de défendre les victimes. » Cette révélation captée par la caméra de Malik ajoute une couche d'injustice à une situation déjà insupportable. L'idée que Claire puisse être défendue par ses collègues, que ses préjugés soient partagés, même à voix basse, fait monter la tension dans la cabine à un niveau presque explosif. Les passagers qui ont entendu les murmures de Valérie commencent à s'agiter, leurs regards passant de Claire à Valérie, puis à Antoine et Camille. Madame Dubois, les larmes aux yeux, murmure à Garnier. Si même ses collègues la soutiennent, c'est toute la compagnie qui est pourrie. Garnier, d'ordinaire réservé, hausse la voix. C'est une disgrâce, ils doivent tous rendre des comptes. L'indignation collective, jusque-là contenue, menace de déborder. Antoine et Camille, qui n'ont pas entendu les chuchotements de Valérie, perçoivent néanmoins le changement d'atmosphère. Les regards des autres passagers, leurs murmures, leur agitation, tout indique que quelque chose de plus grave se trame. Camille, dont la patience s'effrite, murmure à Antoine. Ils parlent tous, mais est-ce qu'ils vont vraiment faire quelque chose? Ou est-ce qu'on va encore être seul à se battre? Antoine, les mâchoires serrées,
répond d'une voix basse mais ferme. « On ne sera pas seul, Camille. On ne peut pas l'être. Pas après ça. » Il sent la colère monter en lui, non seulement contre Claire, mais contre tout un système qui semble tolérer, voire encourager, de tels comportements. Chaque seconde d'attente est une torture, chaque regard fuyant des autres passagers une nouvelle blessure. Enfin, M. Lefebvre revient, son visage plus sombre qu'auparavant. Il s'assoit à nouveau près d'eux, son carnet toujours à la main, mais son expression trahit une tension nouvelle. « J'ai parlé à Claire », commence-t-il, sa voix mesurée mais tendue. Elle affirme que l'incident a été mal interprété, que vous avez mal réagi à une simple remarque sur les règles de sécurité. Antoine sent une vague de fureur l'envahir. « Mal interprété ?» explose-t-il, sa voix résonnant dans la cabine. « Elle nous a insultés, elle a accusé ma femme de voler nos billets, elle a renversé une boisson sur elle exprès. Et vous osez parler de malentendu. » Camille, bien que tremblante de colère, pose une main sur son bras pour l'apaiser, mais sa propre voix est vibrante d'indignation. « Monsieur, ce n'était pas une remarque. C'était une attaque raciste, devant tout le monde. Elle a humilié une passagère âgée qui a essayé de nous défendre. Et maintenant, vous nous dites qu'elle rejette la faute sur nous? C'est inacceptable. » Monsieur Lefebvre lève une main, visiblement mal à l'aise. « Je comprends votre colère, et je vous assure que nous prenons cela très au sérieux. Claire a été suspendue de ses fonctions pour le reste du vol, et nous mènerons une enquête approfondie dès l'atterrissage. » Mais ces mots, bien que polis, sonnent creux aux oreilles d'Antoine et Camille. Une suspension temporaire? Une enquête promise? Cela ressemble à une tentative d'étouffer l'affaire, de calmer les esprits sans véritable conséquence. Camille, les yeux brillants de détermination, secoue la tête. Ce n'est pas assez. Ce n'est pas juste une question de suspendre une employée pour quelques heures. C'est une question de justice, de respect. Nous voulons des garanties que ce genre de comportement ne sera plus toléré, jamais. Antoine ajoute, sa voix vibrante. « Et nous voulons savoir ce que vous allez faire pour les autres passagers qui ont été témoins de ça, pour ceux qui ont été choqués, pour ceux qui se sentent maintenant en danger à cause de votre employé. » Monsieur Lefebvre, visiblement sous pression, hoche la tête. « Je vous promets que nous irons au bout de cette affaire. Je vais rédiger un rapport immédiatement, et la direction sera informée. » Mais alors qu'il se lève pour partir, un nouveau coup de théâtre éclate. Claire, qui a été reléguée à l'arrière de la cabine, réapparaît dans l'allée, escortée par Sophie, l'autre hôtesse. Alors qu'elle passe devant la rangée d'Antoine et Camille, elle ralentit délibérément, ses yeux lançant des éclairs de défi. Puis, dans un geste d'une audace insupportable, elle esquisse un sourire moqueur et agite la main dans leur direction, comme pour les narguer. Ce geste, cette provocation ouverte, fait l'effet d'une bombe. Madame Dubois pousse un cri étouffé. Quelle insolence! Elle se moque d'eux, même maintenant. Malik, toujours en train de filmer, zoome sur le visage de Claire, capturant son arrogance pour la postérité. Aïcha, hors d'elle, murmure. Elle pense qu'elle est intouchable. Elle se trompe. Élise, la femme d'affaires, se lève à moitié de son siège, sa voix tranchante. « Monsieur le superviseur, vous avez vu ça? Cette femme n'a aucun remords. Vous devez agir maintenant. » Les autres passagers, galvanisés par ce nouvel affront, commencent à hausser la voix, leur murmure se transformant en un grondement collectif. « C'est scandaleux !» crie un homme à l'arrière. « Virez-la !» ajoute une femme près de la fenêtre. La cabine, autrefois paisible, est maintenant un chaudron bouillonnant de colère, chaque passager devenant un acteur dans ce drame moral. Monsieur Lefebvre, visiblement dépassé, se retourne vers Claire, son visage rouge d'embarras. « Retournez à l'arrière, immédiatement !» ordonne-t-il, sa voix tremblante de frustration. Claire, toujours souriante, hausse les épaules et s'éloigne d'un pas nonchalant,
comme si rien de tout cela ne la concernait. Ce mépris, cette arrogance, est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Antoine, incapable de se contenir plus longtemps, se lève, sa voix tonnant dans la cabine. « Vous voyez ça? Elle n'a même pas honte. Vous appelez ça une réponse sérieuse? Vous laissez une raciste se pavaner après ce qu'elle a fait? » Camille, bien que bouleversée, le retient à nouveau, mais ses propres yeux brillent de larmes de rage. « Antoine, ils doivent te comprendre. Ce n'est pas juste nous. C'est tout le monde dans cet avion. Tout le monde qui mérite mieux que ça. » Monsieur Lefebvre, sous le poids des regards accusateurs, promet à nouveau une action rapide. Je vais m'assurer qu'elle reste à l'écart pour le reste du vol, et je rédigerai un rapport détaillé. Vous serez informé des suites. Mais ces paroles, bien qu'apaisantes sur le papier, ne suffisent pas à calmer la tempête. Les passagers, désormais unis par une indignation commune, continuent de murmurer, de filmer, de s'organiser. Malik, son téléphone toujours en main, chuchote à Aïcha. Cette vidéo va faire le tour du monde. Ils ne pourront pas l'ignorer. Mais, Madame Dubois, les mains tremblantes, ajoute. Nous sommes tous témoins. Nous ne les laisserons pas étouffer cette affaire. Élise, pragmatique, note le nom de la compagnie aérienne sur son carnet, déterminée à écrire une plainte officielle dès l'atterrissage. Garnier, plus discret mais tout aussi révolté, murmure. Ce n'est pas seulement une question de discipline, c'est une question de morale. Alors que l'avion poursuit sa route, la cabine reste un champ de bataille émotionnel. Antoine et Camille, au centre de cette tempête, sentent le poids de leur combat s'alourdir. Ils ont parlé, ils ont été entendus, mais la provocation de Claire, le soutien implicite de Valérie et l'hésitation apparente de la compagnie les laissent avec un goût amer. Ils savent que la lutte est loin d'être terminée. Chaque regard, chaque murmure, chaque vidéo filmée par Malik est une arme dans leur arsenal, une preuve que l'injustice ne peut pas être ignorée. Mais ils savent aussi que la véritable bataille se jouera au sol, là où les promesses devront se transformer en actions concrètes. Camille, essuyant une larme de colère, murmure à Antoine. « On ne s'arrêtera pas tant qu'ils n'auront pas compris. » Antoine hoche la tête, sa résolution d'acier. « On ira jusqu'au bout de Camille. Pour nous, pour tous ceux qui ont subi ça en silence. » Alors que l'avion s'approche de sa destination, la cabine reste vibrante d'une énergie rebelle, un cri collectif pour la justice qui ne s'éteindra pas de sitôt. L'avion entame sa descente, mais la tempête qui fait rage dans la cabine ne montre aucun signe d'apaisement. L'humiliation infligée à Antoine et Camille par Claire, l'hôtesse de l'air dont le racisme éhonté a transformé un voyage de rêve en cauchemar, continue de consumer les esprits. Ces paroles venimeuses, « Vous, les gens comme vous, n'avez rien à faire ici », le jus d'orange renversé exprès sur la robe de Camille, son sourire moqueur alors qu'elle était escortée hors de l'allée, et les chuchotements complices de sa collègue Valérie ont allumé un incendie qui refuse de s'éteindre. Les passagers, galvanisés par l'indignation collective, murmurent, filment et s'organisent, tandis qu'Antoine et Camille, au cœur de ce tumulte, sentent le poids de leur combat s'alourdir. Monsieur Lefebvre, le superviseur, a promis une enquête, mais ses paroles, bien que rassurantes en surface, sonnent comme un écho creux face à l'arrogance persistante de Claire et à l'inaction apparente de la compagnie. Alors que l'avion touche le sol avec un léger soubresaut, la cabine vibre encore d'une colère palpable, un cri de justice qui résonne bien au-delà des parois métalliques. Antoine et Camille savent que la véritable bataille commence maintenant, sur la terre ferme, où les promesses devront se transformer en actes, et où leur voix devra porter plus loin que jamais. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que l'injustice qu'ils ont subie est sur le point de déclencher un mouvement qui secouera les fondations mêmes de l'industrie aérienne. À peine les portes de l'avion s'ouvrent-elles que l'atmosphère change,
comme si le monde extérieur attendait de juger ce qui s'est passé dans les airs. Les passagers descendent dans un brouhaha chargé d'émotions, leurs murmures se transformant en conversations animées. Madame Dubois, la vieille dame dont l'intervention courageuse a été rabrouée par Claire, marche d'un pas déterminé, son sac serré contre elle, déclarant à M. Garnier: « Je n'ai jamais vu une telle honte de ma vie. Cette compagnie doit répondre de ses actes ou je ne remettrai plus jamais les pieds dans leurs avions. » Garnier, habituellement discret, acquiesce avec une gravité inhabituelle. « Vous avez raison, madame. Ce n'est pas seulement une question d'une employée, c'est une question de principe. » Malik, l'étudiant qui a filmé chaque instant de l'incident, vérifie son téléphone, s'assurant que la vidéo est intacte. Il murmure à Aïcha, sa voisine: « Dès qu'on a du réseau, je mets ça en ligne. Le monde entier doit voir ce qu'ils ont fait. » Aïcha, les yeux brillants de colère, répond: « Fais-le, Malik. Cette vidéo est une arme. Ils ne pourront pas l'ignorer. » Élise, la femme d'affaires, sort son carnet et note les coordonnées de la compagnie, déterminée à écrire une lettre cinglante à la direction. « Ce n'est pas seulement pour ce couple, » dit-elle à un passager à côté d'elle. « C'est pour tous ceux qui ont été humiliés en silence. » Cette solidarité, cette indignation partagée, forment un courant puissant, une vague prête à déferler sur la compagnie aérienne. Mais pour Antoine et Camille, la descente de l'avion marque le début d'une nouvelle épreuve. Alors qu'ils traversent le couloir menant au terminal, ils aperçoivent Claire, debout près de la porte, hors de son uniforme mais toujours drapée dans une arrogance insupportable. Elle évite leur regard, mais sa présence seule ravive la blessure. Monsieur Lefebvre, à ses côtés, semble tendu, son visage marqué par une fatigue évidente. Il s'approche d'Antoine et Camille, son ton professionnel mais empreint d'une pointe d'empathie. « Monsieur, madame, je vous demande de me suivre dans un bureau privé. Nous devons discuter de cet incident en détail. » Camille, dont la robe tachée attire les regards des autres passagers, redresse les épaules, sa voix ferme. « Nous suivrons, mais nous voulons des réponses claires. Ce qui s'est passé n'est pas un simple malentendu. C'est une attaque raciste et nous ne partirons pas sans justice. » Antoine, les poings serrés, ajoute: « Et nous voulons savoir ce que vous comptez faire pour que ça ne se reproduise plus. Pas seulement pour nous, mais pour tout le monde. » Bohum, leur détermination, forgée dans l'humiliation et la colère, est inébranlable. Le bureau, une petite pièce aux murs gris et aux néons bourdonnants, est un contraste saisissant avec l'agitation du terminal. Claire est là, debout près de la porte, son visage fermé, ses bras croisés. Monsieur Lefebvre ferme la porte et s'assied face à Antoine et Camille, son carnet ouvert devant lui. « Je veux m'assurer que nous comprenons bien la gravité de la situation, » commence-t-il, mais il est interrompu par un coup frappé à la porte. Un homme en costume, M. Dupont, se présente comme un représentant de la direction de la compagnie aérienne. Son arrivée inattendue fait monter la tension d'un cran. Dupont, avec un sourire crispé, tente de désamorcer la situation. « Nous sommes profondément désolés pour ce qui s'est passé. Nous vous offrons des bons de vol gratuits pour compenser cette expérience regrettable. » Cette proposition, si insultante dans son inadéquation, fait l'effet d'une gifle. Camille, hors d'elle, se redresse, sa voix tremblante de rage. « Des bons de vol? Vous pensez que des billets gratuits vont effacer ce que nous avons subi? Votre employé nous a insultés, humiliés et attaqués à cause de notre couleur de peau, et vous osez nous offrir des miettes? » Antoine, les yeux flamboyants, enchaîne. « Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de dignité. Votre hôtesse a traité ma femme comme une moins que rien. Elle a rabroué une vieille dame, et maintenant, vous essayez de nous acheter avec des bons? C'est insultant. » Monsieur Dupont, visiblement déstabilisé, bredouille. « Ce n'est pas notre intention. Nous voulons simplement... » Mais il est coupé par Claire, qui, pour la première fois, prend la parole, sa voix basse mais venimeuse. « Je n'ai fait que mon travail.
Ils ont mal interprété mes paroles. J'étais stressé, c'est tout. Cette tentative de justification, d'une hypocrisie écœurante, fait bouillir le sang d'Antoine et Camille. Camille, incapable de se contenir, se lève, sa voix vibrant d'une fureur contenue. Stressé? Vous nous avez accusés de voler nos billets, vous avez renversé une boisson sur moi exprès, vous vous êtes moqué de nous devant tout le monde, et maintenant, vous osez prétendre que c'est un malentendu? Vous n'avez aucun remords, n'est-ce pas? Claire, les lèvres pincées, détourne le regard, mais son silence parle plus fort que n'importe quelle excuse. Monsieur Lefebvre, rouge d'embarras, intervient. Claire, ce n'est pas le moment. Mais l'indignation d'Antoine explose. Pas le moment? Elle n'a même pas la décence de s'excuser. Vous voyez ça? Elle pense qu'elle peut nous traiter comme des moins que rien et s'en tirer. Monsieur Dupont, sous pression, tente de reprendre le contrôle. Nous allons mener une enquête approfondie, et Claire sera suspendue en attendant les résultats. Mais cette promesse, déjà entendue dans l'avion, ne suffit pas à apaiser la colère. Camille, les larmes aux yeux mais la voix ferme, secoue la tête. Une suspension? Ce n'est pas assez. Nous voulons qu'elle soit licenciée. Nous voulons que votre compagnie prenne des mesures concrètes pour que personne d'autre ne subisse ce que nous avons subi. Et nous voulons que vous le fassiez publiquement, pour que tout le monde sache que le racisme n'a pas sa place ici. Leur exigence, portée par une dignité inébranlable, fait vaciller Dupont, qui échange un regard nerveux avec Lefebvre. Pendant ce temps, à l'extérieur du bureau, l'indignation des passagers atteint un nouveau sommet. Malik, dans le terminal, a téléchargé sa vidéo sur les réseaux sociaux et en quelques minutes, elle devient virale, partagée par des milliers de personnes. Les hashtags #Justice pour Antoine et Camille et Stop Racisme dans les serres commencent à inonder les plateformes, accompagnés de commentaires outrés. Madame Dubois, qui a rejoint un groupe de passagers dans le hall, raconte l'incident à un journaliste local qui passait par là, sa voix tremblante d'émotion. Cette hôtesse a humilié ce couple sans raison, et elle a osé me dire de me taire quand j'ai protesté. C'est une honte pour la France, pour l'humanité. Aïcha, à ses côtés, ajoute. Nous sommes tous témoins. Cette compagnie doit rendre des comptes, pas seulement pour eux, mais pour tous ceux qui ont souffert en silence. Élise, pragmatique, contacte un avocat de sa connaissance, déterminé à organiser une plainte collective. Garnier, plus discret, discute avec d'autres passagers, proposant de boycotter la compagnie si justice n'est pas rendue. Cette mobilisation, spontanée mais puissante, transforme l'incident en un scandale public, une vague de colère qui submerge la compagnie aérienne. Dans le bureau, l'atmosphère est irrespirable. Monsieur Dupont, acculé par la fermeté d'Antoine et Camille et par la pression croissante de l'extérieur, finit par céder. « Très bien, dit-il, sa voix tendue. Claire sera licenciée avec effet immédiat. Nous publierons une déclaration publique condamnant son comportement et nous engagerons une révision complète de nos formations pour prévenir ce genre d'incident. » Claire, qui jusque-là restait silencieuse, blêmit, ses yeux s'écarquillant de choc. « Vous ne pouvez pas faire ça !» s'exclame-t-elle, sa voix tremblante de panique. « J'ai juste dit ce que tout le monde pense. » Cette remarque d'une audace révoltante fait l'effet d'une bombe. Antoine, hors de lui, se lève, sa voix tonnant. « Ce que tout le monde pense? Vous parlez pour qui exactement? Vous pensez que votre racisme est partagé par tous? Vous êtes pathétique. » Camille, les larmes roulant sur ses joues, ajoute « Vous avez ruiné notre voyage, vous nous avez humiliés, et maintenant, vous osez justifier vos actes? Vous ne méritez pas de travailler avec des gens. » Monsieur Lefebvre, visiblement horrifié, ordonne à Claire de quitter la pièce, mais son départ, tête basse, ne calme pas la colère. Dupont, sous le feu des regards accusateurs, promet une mise à jour dans les jours à venir, mais Antoine et Camille savent que les paroles seules ne suffisent pas. Ils quittent le bureau, épuisés mais résolus,
déterminés à s'assurer que la compagnie tienne ses promesses. Dehors, dans le terminal, ils sont accueillis par un groupe de passagers, Madame Dubois, Malik, Aïcha, Élise, Garnier, qui les entourent avec des mots de soutien. Madame Dubois, les larmes aux yeux, serre la main de Camille. « Vous avez été si courageux. Grâce à vous, les choses vont changer. » Malik, brandissant son téléphone, sourit. « Votre histoire est partout. La compagnie ne peut plus se cacher. » Aïcha ajoute. « Vous nous avez donné une voix à tous. Merci. » Élise, pragmatique, propose. « Nous devons rester en contact. Ce combat ne s'arrête pas ici. » Cette solidarité, cette communauté née d'une injustice, donne à Antoine et Camille un regain d'espoir. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dans les semaines qui suivent, la vidéo de Malik devient un phénomène mondial, forçant la compagnie à publier une déclaration publique condamnant le racisme et annonçant des réformes, y compris une refonte des programmes de formation et un système de signalement pour les passagers. Claire, licenciée, disparaît dans l'ombre, mais son cas devient un symbole de ce qui ne doit plus être toléré. Antoine et Camille, inspirés par le soutien de Madame Dubois, la ténacité de Malik et l'énergie d'Élise, décident de transformer leur douleur en action. Avec l'aide de Malik, qui maîtrise les technologies numériques, ils lancent une plateforme en ligne, Voix pour la justice, où les victimes de discrimination peuvent partager leurs histoires, accéder à des ressources juridiques et exiger des comptes des entreprises. Élise, avec ses contacts professionnels, aide à mobiliser des avocats et des militants, tandis qu'Aïcha et Garnier s'impliquent dans la sensibilisation communautaire. Madame Dubois, bien que frêle, devient une figure emblématique, partageant son témoignage dans les médias pour inspirer d'autres à parler. La plateforme gagne rapidement en popularité, recueillant des centaines de récits de discrimination dans divers secteurs, compagnies aériennes, commerce, administration. Chaque histoire est un cri, chaque signalement une brique dans un mur de changement. Mais les défis persistent. Certaines entreprises, comme la compagnie aérienne au début, tentent de minimiser les plaintes, offrant des compensations dérisoires ou niant les faits. Un cadre supérieur de la compagnie, dans un courriel intercepté par un lanceur d'alerte, qualifie l'incident de « exagération » et suggère de « laisser passer la tempête ». Cette révélation, diffusée par Malik sur les réseaux sociaux, déclenche une nouvelle vague de colère, forçant la compagnie à s'excuser publiquement et à renforcer ses engagements. Antoine et Camille, confrontés à ces résistances, redoublent d'efforts, organisant des campagnes médiatiques et des pétitions pour maintenir la pression. Leur mouvement, né d'une injustice personnelle, devient une force nationale, puis internationale, un phare pour ceux qui ont été réduits au silence. Un soir, alors qu'ils se tiennent dans leur salon, entourés des messages de soutien qui affluent sur la plateforme, Camille regarde Antoine, les yeux brillants d'une détermination nouvelle. « On a commencé ça à cause de Claire, mais maintenant, c'est tellement plus grand, » murmure-t-elle. Antoine, un sourire fatigué mais résolu, acquiesce. « On a donné une voix à ceux qui n'en avaient pas. Et on ne s'arrêtera pas tant que le monde n'aura pas changé. » Leur combat, forgé dans la douleur et la colère, a allumé une flamme qui ne s'éteindra pas. Ils savent que la route est encore longue, que les injustices persistent, mais ils savent aussi qu'ils ont éveillé une conscience collective, une force imparable qui continuera de grandir. Grâce à eux, grâce à Madame Dubois, Malik, Aïcha, Élise, Garnier, et tous ceux qui ont refusé le silence, l'espoir d'un monde plus juste n'est plus un rêve, mais une réalité en marche. L'histoire d'Antoine et Camille, marquée par une injustice criante à bord d'un avion, résonne comme un cri du cœur, un appel à l'action face à l'intolérance et au mépris.
lorsqu'ils ont été humiliés par Claire, une hôtesse de l'air dont les paroles et gestes racistes ont souillé leur dignité, j'ai ressenti une colère viscérale, mêlée d'une profonde tristesse. Cette scène où Camille voit sa robe, symbole de fierté et de sacrifice, tachée par un acte délibéré, et où Antoine doit contenir sa rage face à l'arrogance de Claire, m'a bouleversé. Elle incarne une réalité que trop de personnes connaissent, le poids d'être jugé, rabaissé ou exclu pour ce qu'on est et non pour ce qu'on fait. Mais au-delà de l'indignation, cette histoire m'a inspiré par la résilience et le courage d'Antoine et Camille, qui ont transformé leur douleur en un mouvement pour la justice. Leur parcours offre des leçons précieuses, applicables à notre quotidien, et nous invite à réfléchir à notre rôle dans la lutte contre l'injustice. Tout d'abord, l'histoire m'a frappé par son universalité. En France, pays qui chérit les idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité, le racisme et les discriminations persistent, souvent masquées sous des formes subtiles ou, comme dans le cas de Claire, d'une brutalité assumée. J'ai ressenti une honte collective en voyant Claire non seulement attaquer Antoine et Camille, mais aussi rejeter la faute sur eux, soutenue par les murmures complices de sa collègue Valérie. Cette attitude reflète une réalité douloureuse. L'injustice prospère lorsque les témoins restent silencieux ou lorsque les institutions minimisent les faits, comme l'a tenté initialement la compagnie aérienne avec son offre dérisoire de bons de vol. Mais l'indignation des passagers, Madame Dubois, Malik, Aïcha, Élise, Garnier, m'a redonné espoir. Leur solidarité spontanée, leur refus de fermer les yeux, incarnent l'esprit français de résistance face à l'inacceptable. Cette leçon est claire. Le silence est complice, et notre voix, même tremblante, peut faire basculer la balance. Une autre émotion qui m'a submergé est l'admiration pour la dignité d'Antoine et Camille. Face à l'humiliation publique, ils auraient pu céder à la colère ou au désespoir, mais ils ont choisi de répondre avec force et intelligence. Camille, en retenant Antoine pour éviter une confrontation stérile et en exigeant des comptes avec une éloquence vibrante, m'a rappelé que la lutte pour la justice nécessite du courage, mais aussi de la stratégie. Leur décision de ne pas se contenter d'une suspension temporaire de Claire, mais d'exiger des réformes systémiques, montre une vision qui dépasse leur douleur personnelle. Cette approche m'a inspiré une leçon essentielle. Face à l'injustice, il ne suffit pas de réagir. Il faut construire. En lançant Voix pour la justice, ils ont créé un espace où d'autres peuvent s'exprimer, prouvant que chaque acte de résistance, même petit, peut semer les graines d'un changement durable. En tant que Français, je me sens particulièrement interpellé par cette histoire, car elle touche au cœur de nos valeurs républicaines. La France, avec son histoire de lutte sociale et son attachement à l'égalité, nous enseigne que la justice n'est pas un acquis, mais un combat constant. L'indignation collective des passagers, amplifiée par la vidéo virale de Malik, reflète cet esprit de mobilisation qui a marqué des moments clés de notre histoire, des révoltes populaires au mouvement pour les droits civiques. Pourtant, l'histoire d'Antoine et Camille nous rappelle aussi une vérité inconfortable. Les progrès ne viennent pas sans effort, et les institutions, comme la compagnie aérienne, peuvent être lentes à agir sans pression publique. Cette tension entre idéal et réalité m'a poussé à réfléchir à ma propre responsabilité. Combien de fois ai-je détourné le regard face à une remarque discriminatoire, par peur de m'impliquer? Combien de fois ai-je laissé le confort l'emporter sur le courage? Cette histoire m'a appris que l'inaction, même involontaire, perpétue l'injustice. Appliquer ces leçons dans la vie quotidienne est à la fois un défi et une nécessité. D'abord, il s'agit de ne plus tolérer les micro-agressions, ces petites phrases ou gestes qui, comme les murmures de Valérie, normalisent le mépris. Si je suis témoin d'une remarque raciste dans un café, au travail ou dans les transports, je m'engage à intervenir, même si c'est simplement pour dire « ce n'est pas acceptable ».
Cette prise de parole, inspirée par Madame Dubois, peut briser le silence et encourager d'autres à agir. Ensuite, je veux m'informer et soutenir des initiatives comme Voix pour la justice, en partageant leur campagne ou en participant à des pétitions. En France, où la mobilisation citoyenne a souvent fait plier les puissants, chaque signature, chaque partage sur les réseaux sociaux compte. Enfin, je m'efforcerai d'écouter les histoires des autres, comme Antoine et Camille ont écouté les témoignages sur leur plateforme. L'empathie, valeur chère à la culture française, est une arme puissante pour bâtir une société plus juste. Une autre leçon, plus intime, concerne la résilience face à l'adversité. Antoine et Camille ont transformé leur douleur en action, refusant de se laisser définir par l'humiliation. Cette force m'inspire à ne pas céder au découragement, même lorsque le combat semble inégal. Dans ma vie, cela signifie persévérer face aux obstacles, qu'il s'agisse de défendre une cause, de surmonter un échec ou de soutenir un proche. Leur exemple me rappelle que la dignité n'est pas dans l'absence de blessures, mais dans la manière dont on se relève. En France, où l'on valorise l'élégance morale autant que l'élégance physique, cette leçon résonne profondément. Rester fidèle à ses principes, même sous pression, est une forme de victoire. Enfin, cette histoire m'a appris l'importance de la communauté. Sans les passagers qui ont pris leur défense, sans la vidéo de Malik, sans la ténacité d'Élise, Antoine et Camille auraient peut-être été ignorés. Cette solidarité, si chère à l'esprit français, nous enseigne que le changement naît de l'union. Dans ma vie, je chercherai à construire des ponts avec ceux qui partagent mes valeurs, à rejoindre des groupes ou des associations qui luttent pour l'égalité. Que ce soit dans un café associatif à Paris, une manifestation à Marseille ou un forum en ligne, chaque connexion renforce notre capacité à faire entendre nos voix. Si l'histoire d'Antoine et Camille vous a touché, si leur combat pour la justice vous inspire, alors agissez maintenant. Mettez un like pour montrer votre soutien, partagez cette vidéo pour que leur message atteigne le monde entier et abonnez-vous pour ne rater aucune de nos histoires qui donnent voix aux sans-voix. Et surtout, laissez un commentaire avec le mot « justice » pour rejoindre ce mouvement et clamer haut et fort que l'injustice n'a pas sa place dans notre société. Ensemble, faisons entendre nos voix, comme Antoine et Camille l'ont fait, pour un monde plus juste et plus humain.